Salut le nul. Un jour, tu réaliseras que le vrai nul, c'est celui que tu regardes dans le miroir. La poudre protéinée a explosé sur mon plan de travail comme de la coque lors d'une descente de flic, et j'ai su à cet instant précis que mon mariage était aussi mort que l'amour de ma femme pour les glucides. Nick, tu deviens parano, a dit Emily, sans lever les yeux de son téléphone, tout en versant de la poudre vanillée dans son shaker. À 41 ans, elle avait le corps d'un mannequin Instagram de 25 ans et l'attention d'un poisson rouge quand il s'agissait de me parler. Il y a 6 mois, elle ne pouvait pas faire le tour du pâté de maison sans être essoufflée. Maintenant, elle faisait du crossfit à l'aube et postait des photos aguicheuses à minuit. Parano. Ouais, c'est ça. Je me suis appuyé contre l'îlot central en granit qu'on avait acheté à une époque plus heureuse, plus grasse. Et tu passes plus de temps à la salle qu'à la maison. La semaine dernière, t'as raté le match de baseball de Josh parce que tu devais faire du cardio d'urgence avec ton coach. Elle a fini par lever les yeux, son visage nouvellement sculpté affichant une innocence blessée qui m'aurait berné il y a 3 mois. Avant que je commence à faire attention. Avant que je commence à remarquer des trucs. Tandis que la régularité, c'est la clé. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu ne t'es jamais engagé dans quoi que ce soit de physique de ta vie, Nick. Toujours ce foutu tran. Je suis Nick Lawson, j'ai 44 ans, et jusqu'à récemment, je pensais avoir une assez bonne emprise sur ma vie. Je gère les opérations informatiques d'une entreprise technologique de taille moyenne dans la banlieue de Dallas, je gagne bien ma vie, je conduis une Honda raisonnable, et j'avais ce que je pensais être un mariage solide avec ma chérie de fac. On a 2 enfants, Josh, 17 ans, bâti comme un linebacker mais avec la personnalité d'un étudiant en philo, et Molly, 16 ans, qui a hérité de mon sarcasme et du côté têtu de sa mère. Emily était douce et ronde, au sens propre comme au figuré. Elle faisait des cookies, conduisait pour le covoiturage, et se plaignait de son corps de mère sans rien faire pour y remédier. Je l'aimais exactement comme elle était. Puis elle a découvert le Filife Transformation Camp, et tout est parti en vrille dans un sac de sport griffé. Tu vas où? Ai-je demandé alors qu'elle se dirigeait vers le garage, shaker dans une main, téléphone dans l'autre. Je rejoins Tasha pour une séance. On teste un nouveau cours de haine. Tasha Morrison, la meilleure amie d'Emily depuis le lycée et actuelle complice en chef. Si Emily était l'allumette, Tasha était l'essence. Il est 21h un mardi. Et alors? Alors les gens normaux ne font pas de sport à 21h un mardi. Les gens normaux regardent Netflix et se plaignent de leur boulot. Le rire d'Emily avait un tranchant qui pouvait couper du verre. C'est peut-être ça ton problème, Nick. T'es obsédé par le fait d'être normal. Certains d'entre nous veulent plus. La porte du garage s'est ouverte en grondant, et elle est partie, me laissant planté dans ma cuisine, entouré de résidus de poudre protéinée et de la certitude grandissante que ma femme couchait avec son coach sportif. J'ai pris une bière dans le frigo et je me suis installé dans mon bureau, une chambre transformée qu'Emily avait commencé à appeler la caverne de Nick avec un dédain croissant. Mon ordinateur portable s'est allumé en ronronnant, et j'ai fait ce que tout professionnel de la tech qui se respecte ferait face à un comportement suspect. J'ai enquêté. Le compte Instagram d'Emily était passé de 43 abonnés, principalement de la famille, à plus de 2000 en 4 mois. Ces publications étaient un mélange soigneusement orchestré de vidéos d'entraînement, de citations de motivation, et de photos qui mettaient en valeur son nouveau corps sous tous les angles imaginables. Les commentaires étaient un mélange de femmes qui la soutenaient et d'hommes en chaleur, mais un en revenait plus souvent que les autres. Tran Fitsu. Tran Morrison, 26 ans, selon sa bio, qui affirmait également qu'il était spécialiste de la transformation et coach de vie. Sa photo de profil montrait le genre d'abdos qu'on trouverait dans un manuel de médecine. Et ses publications étaient partagées entre des vidéos d'entraînement et des conneries inspirantes sur le fait de vivre sa meilleure vie et de se libérer des relations limitantes. Cette dernière a donné à ma bière un goût d'acide de batterie. J'ai cliqué sur les abonnés d'Emily et j'ai trouvé un terrier de lapin qui menait tout droit à la folie furieuse. Il y avait tout un réseau de gens Filife, principalement des femmes dans la trentaine et la quarantaine, qui avaient subi des transformations physiques spectaculaires et semblaient avoir développé un cas collectif d'amnésie concernant leur vie antérieure. Ils s'appelaient eux-mêmes FIFAM et publiaient constamment des messages sur les relations toxiques et les personnes qui ne soutiennent pas votre parcours. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Pet Kowalski. Mon voisin est l'une des rares personnes dans cet enfer pavillonnaire qui avait encore du bon sens. La voiture de ta femme est au Marriott du centre-ville. Je pensais que tu devais savoir.
Pete était un détective à la retraite de la police de Dallas qui passait ses années d'or à jardiner et à surveiller les drames du quartier. Il avait observé le comportement de plus en plus erratique d'Emily avec l'intérêt professionnel de quelqu'un qui avait passé 30 ans à cataloguer les conneries humaines. Le Marriott était à plus de 20 km de toute salle de sport qu'Emily avait jamais mentionnée. J'ai fini ma bière, j'en ai ouvert une autre, et j'ai commencé à faire ce que je fais le mieux, collecter des données. Le téléphone d'Emily était relié à notre forfait familial, ce qui voulait dire que je pouvais voir son historique de localisation si je savais où chercher. Et, mon pote, si je savais. 3 mois de données ont brossé un tableau plus clair que les nouveaux selfies Instagram d'Emily. Les séances de sport étaient réelles, mais elles étaient encadrées par des arrêts dans des hôtels, des restaurants et un complexe d'appartements à Uptown. Ce n'était certainement pas chez Tasha. L'appartement était enregistré au nom d'un certain Trent Morrison. Ma femme ne se contentait pas de se remettre en forme. Elle se faisait taper. La porte d'entrée a claqué à 23h47, suivi du bruit des talons d'Emily qui claquaient sur notre parquet. Elle est apparue sur le seuil de mon bureau, les joues roses et les cheveux légèrement en bataille, alors qu'elle était censée avoir passé les 3 dernières heures à faire des burpees. « Tu es encore debout ?» Je n'arrivais pas à dormir. « Comment s'est passée la séance ?» « Intense. » Tasha m'a poussé plus que d'habitude. Elle reculait déjà de la porte. « Je vais prendre une douche. » Et attends. J'ai fait pivoter ma chaise pour la regarder. Il faut qu'on parle. Ses épaules se sont tendues, comme si elle se préparait à une bagarre. De quoi? De nous. De ça, de ce que c'est que ce truc. J'ai agité la main, montrant son nouveau look, sa posture défensive, la distance croissante entre nous. C'est moi qui suis heureuse, Nick. Qui prend soin de moi pour la première fois depuis 20 ans. Désolé si ça te dérange. Ça ne me dérange pas. Ça me perturbe. Il y a 6 mois, tu étais heureuse de notre vie. Tu aimais notre famille, notre routine, les pancakes du samedi matin. Maintenant, tu agis comme si c'était une peine de prison. Pendant une seconde, le visage d'Emily s'est adouci, et j'ai revu la femme que j'avais épousée. Puis le masque est revenu. Les gens changent, Nick. Les gens évoluent. Peut-être que tu devrais essayer un jour. Elle est montée, me laissant avec ma bière et mes soupçons. 20 minutes plus tard, j'ai entendu la douche et le faible son de sa voix. Elle était au téléphone, parlant doucement et gentiment comme elle me parlait avant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. Si Emily voulait jouer, j'allais lui montrer comment on joue à un vrai jeu. Le lendemain matin, c'était la vie de banlieue normale, qui semblait de plus en plus factice. Emily a fait son smoothie protéiné, Josh a grogné pendant le petit déjeuner, et Molly nous a fait le résumé des drames de sa première année de lycée tout en buvant assez de caféine pour faire voler un avion. « Maman, tu viens à mon tournoi de débat vendredi ?» a demandé Molly, les yeux rivés sur son téléphone. Emily a arrêté de faire son smoothie. « C'est quand, déjà ? » Je te l'ai dit 3 fois. C'est le tournoi de qualification régionale. Celui pour lequel je me prépare depuis tout le semestre. Oui. Bien sûr. Je vais regarder mon agenda. Les yeux de Molly ont croisé les miens à travers la table, et j'y ai vu ma propre frustration. Il y a 6 mois, Emily aurait entouré cette date sur tous les calendriers et aurait préparé des cookies pour toute l'équipe. J'y serai, ai-je dit à Molly. On pourra dîner après et fêter ta victoire. Merci, papa. Le soulagement dans sa voix m'a brisé le cœur. Le téléphone d'Emily a vibré, et son visage s'est illuminé comme il ne l'avait pas fait pour moi depuis des mois. Elle a lu le message, a répondu rapidement, puis a attrapé son sac de sport. Je rejoins mon coach plus tôt aujourd'hui. Il y a des restes de pâtes dans le frigo. À quelle heure tu rentres, ai-je demandé. Je ne sais pas. Ça dépend de la séance. Elle a embrassé les enfants ou des baisers rapides et distraits et m'a à peine regardé avant de sortir. La porte du garage se fermait quand j'ai réalisé qu'elle n'avait pas répondu à ma question. Papa, maman fait une crise de la quarantaine, a demandé Josh, en disant plus de mots qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Pourquoi tu demandes ça? Il a haussé les épaules, soudainement intéressé par ses céréales. Elle est juste différente. Avant, elle se souciait des trucs. Nos trucs. Maintenant, elle ne se soucie que de ses séances de sport, de son téléphone et d'être toujours parfaite. Molly a acquiescé énergiquement.
On dirait qu'elle se déguise en influenceuse. Hier, elle a passé 20 minutes à prendre des photos de sa salade. C'est bizarre. Mes enfants n'étaient pas idiots. Ils avaient vu la même chose que moi, l'effacement progressif de la femme qui les avait élevés pour devenir quelqu'un qui semblait penser que la vie de famille ne faisait que l'empêcher de se remettre en forme. Après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai dépassé la salle de sport où Émilie disait aller. Sa voiture n'était pas là, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Selon les données que j'avais récupérées hier soir, elle passait la plupart de son temps à la salle de sport dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec l'exercice. Mon bureau était une boîte de verre dans un bâtiment qui ressemblait à tous les autres lieux de travail dans la tech au nord de Dallas. Chrome, poster de motivation et une légère odeur de boissons énergisantes. J'y étais depuis 8 ans, assez longtemps pour être le type vers qui les gens se tournaient quand ils avaient besoin de quelque chose de réparé, de retrouver ou d'oublier. Tu as une sale gueule, a dit Janet Chen, ma meilleure amie au travail et la seule personne capable de faire à nos serveurs antiques ce qu'elle voulait. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Des ennuis au paradis? Elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de mon bureau comme si elle écoutait mes problèmes depuis 10 ans. Janet avait 42 ans, était divorcée et n'avait aucune patience pour les drames relationnels, ce qui la rendait parfaite pour ça. Émilie a une liaison. Je le sais. Je l'ai fixée, bouche bée. Tu le sais? Nick, ça fait 2 mois que tu te traînes comme un zombie. Ta femme est passée de mère au foyer à mannequin fitness du jour au lendemain, et tu vérifies ton téléphone toutes les 30 secondes comme si tu attendais une mauvaise nouvelle. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre. Pourquoi tu n'as rien dit? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Tiens, ta femme te trompe probablement? C'est pas vraiment le sujet de conversation idéal pour le vendredi décontracté. Elle avait raison. J'ai affiché le compte Instagram d'Émilie et j'ai tourné l'écran vers Janet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Janet a fait défiler les photos, l'air de plus en plus choquée. Putain, Nick, elle fait carrément sa pub. Regarde ça, enfin, je vis ma vérité et j'embrasse mon moi authentique. C'est du langage de rupture. Elle annonce au monde qu'elle est célibataire. Elle veut un mariage libre. Elle quoi? Elle en a parlé il y a 3 semaines. Elle a dit qu'elle était en pleine exploration d'elle-même et qu'elle pensait qu'on devrait tous les deux avoir la liberté d'en faire autant. Janet a ri, un rire sec et méchant. Laisse-moi deviner. Elle veut se taper son coach pendant que tu paies les factures et que tu t'occupes des enfants. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit non. J'ai dit que je l'avais épousée parce que je voulais être avec elle, pas avec elle et n'importe qui d'autre qui lui tape dans l'œil. Ça s'est bien passé? À peu près aussi bien que tu l'imagines. Elle a dit que j'étais contrôlant et que je ne soutenais pas son épanouissement personnel. Janet m'a rendu mon téléphone, l'air d'avoir assisté à un accident de voiture. Il te faut un avocat. Il me faut d'abord des preuves. Si ça va au tribunal, je veux que tout soit documenté. Quel genre de preuves tu penses qu'il faut? J'avais pensé à ça toute la nuit. Des photos, des messages, des relevés bancaires. La preuve qu'elle ment sur où elle va et ce qu'elle fait. La preuve qu'elle fait passer sa liaison avant notre famille. Ça a l'air d'un boulot monstre. Je suis doué pour le boulot. Janet a étudié mon visage pendant un long moment. Tu vas vraiment te battre sur ce terrain-là, hein? C'est elle qui a tiré la première salve quand elle a décidé que notre mariage était négociable. Je ne fais que riposter. Le reste de la journée s'est résumé à un flou de réunions et de mise à jour du système, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais aux habitudes d'Émilie, à ses routines, à l'empreinte numérique qu'elle laissait partout. Quand j'ai quitté le bureau, j'avais un plan. La première étape était une conversation avec Pete Kowalski. Je l'ai trouvé dans son jardin, en train de s'occuper d'un potager digne d'un magazine. Pete avait la retraite dont la plupart des gens rêvaient. Une pension confortable, une maison payée et assez de temps pour s'adonner à des loisirs qui n'impliquaient pas de tableur ou de conférences téléphoniques. Nick. Il a levé les yeux de ses tomates, visiblement ravi. Comment ça va? Ça va. Je peux te demander quelque chose? Vas-y. Hier, tu m'as envoyé un texto pour me dire que la voiture d'Émilie était au Marriott. Comment tu as su ça? Le visage de Pete s'est fait grave. Tu veux la vérité? Je veux la vérité. Je garde un œil sur les choses. Appelle ça de la curiosité professionnelle.
Le comportement de ta femme a changé de façon assez radicale ces derniers mois, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Quel genre d'habitude? Elle quitte la maison à des heures précises, emprunte des itinéraires qui n'ont aucun sens. Si elle va vraiment où elle dit aller, et que sa voiture apparaît dans des endroits qui ne correspondent pas à son histoire, hier, ce n'était pas la première fois que je la voyais à cet hôtel. J'ai senti quelque chose de froid se nouer dans mon estomac. Combien de fois? Au moins une douzaine de fois au cours des 2 derniers mois. Toujours en semaine. Toujours pendant 2 ou 3 heures. Putain. Pete a posé ses outils de jardinage et m'a lancé le regard qu'il devait utiliser avec les suspects dans les salles d'interrogatoire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis encore en train de réfléchir. Tu as besoin des conseils de quelqu'un qui est passé par là. J'ai acquiescé. Documente tout. Garde une trace de ses mensonges, de ses absences, de ses changements de comportement. Si ça finit devant un juge, tu veux être celui qui a les preuves, pas celui qui lance des accusations que tu ne peux pas étayer. Et les enfants? C'est le plus dur. Ils sont assez grands pour voir ce qui se passe, mais pas assez grands pour comprendre pourquoi. Ton boulot, c'est de les protéger pendant que tu trouves un moyen de te protéger toi-même. D'autres conseils avisés. Pete a souri avec tristesse. Ouais. Ne lui fais pas savoir que tu es au courant avant d'être prêt à passer à l'action. L'effet de surprise est le seul avantage que tu as pour l'instant. J'ai remercié Pete et je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. La voiture d'Emily était déjà dans le garage quand je suis arrivé, ce qui voulait dire qu'elle était rentrée avant moi pour la première fois depuis des semaines. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer des repas à l'avance avec l'intensité concentrée d'un chirurgien. Des boîtes de poulet grillé, de légumes vapeur et de riz complet étaient alignées sur le comptoir, parfaitement portionnés. Salut, dis-je. Ta journée? Bien. Productive. Tran pense que je suis prête à faire de la compétition. De la compétition, de quoi? Des compétitions de fitness. Il y a tout un circuit. Des femmes de notre âge qui ont transformé leur corps et qui veulent montrer ce qu'elles ont accompli. L'idée d'Emily posant en bikini sur scène pendant que des inconnus la jugent me donnait la chair de poule, mais je gardais un visage neutre. Ça a l'air d'être un gros engagement. C'est le cas. Mais Tran pense que j'ai un vrai potentiel, dit-elle. J'ai le genre d'abnégation qui sépare les gagnants des simples aspirants, dit Tran. Tran pense que si j'entendais le nom de ce trou du cul une fois de plus, j'allais péter un câble. Elles auraient lieu où, ces compétitions? Un peu partout. Texas, Louisiane, Oklahoma. Certaines des plus importantes sont à Vegas et en Californie. Ça fait beaucoup de voyages. La main d'Emily se figea sur la boîte qu'elle était en train de sceller. C'est un problème? Je me demande juste comment ça s'articule avec le reste. Les enfants, les emplois du temps, tes responsabilités ici. Mes responsabilités? Sa voix avait pris ce ton tranchant que j'entendais de plus en plus ces derniers temps. Quelle responsabilité, Nick? Emmener les enfants à l'école, préparer le dîner, faire la lessive. C'est pas des responsabilités, ça? Ce sont des corvées. Et ce n'est pas toute mon identité. Je n'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire. C'est écrit sur ta gueule. Chaque fois que je mentionne faire quelque chose pour moi. Elle avait tort. Mais je n'allais pas gagner cette dispute. Pas ce soir. Et pas sans me découvrir. Je veux que tu sois heureuse, et aime. Je veux juste m'assurer qu'on voit tous les deux ce que ça veut dire. Son expression s'adoucit légèrement. Je suis heureuse. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. J'aimerais juste que tu sois heureuse pour moi. Elle termina de préparer ses repas et monta à l'étage, me laissant seul avec la certitude grandissante que la femme que j'avais épousée avait disparu, remplacée par une personne que je reconnaissais à peine. La question était de savoir si je voulais me battre pour ce que nous avions eu ou accepter ce que nous étions devenus. Au moment où je me suis couché, j'avais pris ma décision. Le vendredi matin arriva avec ce temps d'octobre vif et sec qui rend la vie au Texas presque supportable. Je me suis réveillé et Emily était déjà partie. Encore une matinée de bonheur avec Tran, selon le mot qu'elle avait laissé sur le comptoir. Son écriture était soignée, mais le mot avait l'air froid, comme s'il venait d'une inconnue. Molly, stressée, engloutissait des toasts en parcourant ses notes de débat. Josh suivait sa routine matinale comme un robot.
Grand jour, dis-je en ébouriffant les cheveux de Molly en passant derrière sa chaise. Si par grand tu veux dire que ça change ma vie à cause de la fac et de tout mon avenir, alors ouais, c'est grand. Elle leva les yeux et je vis les yeux d'Émilie. Mais bon, pas de pression. Juste ma tendance habituelle à la dramatisation. Tu vas tout déchirer. Ton argument sur les réseaux sociaux est béton. Tu crois? J'en suis sûr. Tu t'entraînes sur moi depuis des semaines. Et je suis bien plus dur que ces juges. Josh renifla dans ses céréales. Papa, tu la laisses juste gagner à chaque fois. T'es pas dur. Je la laisse gagner parce qu'elle a souvent raison. Y a une différence. Molly sourit, et pendant une seconde la cuisine eut l'air normale. Puis mon téléphone vibra un texto d'Émilie. Je suis en retard. Ne pourrai pas être au tournoi de Molly. Dis-lui que je suis désolé. Ça m'a touché. Molly parlait de ça depuis des mois. Elle avait organisé tout son semestre autour de ça, et Émilie allait rater ça parce qu'elle était en retard après avoir glandé avec son coach. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Molly. Voyant mon visage, je pris une décision impulsive que j'allais probablement regretter. Rien ne se passe. Ta mère sera là ce soir, et moi aussi. On sera là pour t'encourager. Pas vraiment un mensonge. Émilie serait là, même si elle ne le savait pas encore. Après avoir déposé les enfants, je suis allé au bureau et j'ai demandé une faveur. Janet me devait bien ça après que je l'ai couverte pendant son divorce il y a 2 ans. Il était temps d'encaisser. J'ai besoin que tu m'aides à prendre ma femme la main dans le sac, dis-je, comme ça, sans embâche. Bonjour à toi aussi, Nick. Ça va. Désolé, je suis un peu concentré, là. Un peu? On dirait que t'as pas dormi depuis une semaine. T'as besoin de quoi? Je lui ai expliqué mon plan simple mais efficace. Émilie pensait être futée, mentir sur son emploi du temps, mais elle a oublié que j'étais marié à la technologie bien avant elle. Tu veux que je crée un faux profil sur les réseaux sociaux? Demanda Janet. Pas faux, juste optimisé. J'ai besoin de quelqu'un qui ait l'air de coller à l'univers du fitness d'Émilie. Quelqu'un que Tran pourrait draguer. Tu veux que je catfiche le mec de ta femme. Je veux que tu obtiennes des preuves. Il y a une différence. Janet soupira. Ça va soit être génial, soit un désastre total. Probablement les deux. Nous avons passé les 2 heures suivantes à construire le piège parfait. Le faux profil de Janet était Jessica Martinez, une femme de 38 ans fraîchement divorcée d'Austin qui cherchait à se remettre en forme et à rencontrer des gens. Les photos provenaient du portfolio d'un mannequin fitness. Pas trop flagrant, mais suffisamment sexy pour attirer l'attention de Tran. Il a déjà aimé 3 de ses publications, dit Janet en observant le profil. C'est rapide. Les mecs comme ça sont prévisibles. Ils voient une bombe qui fait du sport, ils pensent qu'elle est intéressée. En moins d'1 heure, Tran avait envoyé un message privé à Jessica, se présentant et lui proposant ses services de coach. C'était professionnel, mais il avait glissé suffisamment d'éléments personnels pour montrer qu'il cherchait plus qu'une cliente. Il est pas mal, dit Janet, à contre-cœur. Le message a l'air d'être une proposition d'aide, mais il y a clairement autre chose derrière. Quel genre d'autre chose? Le genre je suis dispo pour plus que des conseils sportifs, si ça t'intéresse. Parfait. Jessica répondit qu'elle avait entendu de très bonnes choses à son sujet et qu'elle aimerait bien le rencontrer pour une consultation. Tran suggéra un café près de sa salle de sport l'après-midi même. Tu y vas vraiment? Demanda Janet. J'y vais vraiment. Et s'il te reconnaît? Il ne m'a jamais vu. Émilie a toujours séparé ces 2 mondes. Et si quelqu'un d'autre te reconnaît? On verra bien. Janet secoua la tête. Tu joues avec le feu. C'est Émilie qui a allumé le feu. Je ne fais qu'ajouter du combustible. Le café était de ces endroits hyper branchés avec des boissons au nom du genre guerrier illuminé et détox chakra. Je suis arrivé un quart d'heure en avance et j'ai pris une table d'où je pouvais voir la porte, puis j'ai attendu. Tran Morrison entra pile à 3 heures, et je dois avouer qu'il était impressionnant en personne. 1m90, peut-être 100 kg de muscles, avec cette assurance que l'on a quand on sait qu'on est le plus beau mec de la pièce. Il portait un t-shirt noir moulant qui mettait ses muscles en valeur, et un jean qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. Il balaya l'endroit du regard, comme quelqu'un d'habitué à se faire remarquer,
puis vérifia son téléphone. Je l'ai regardé taper un message probablement à Jessica, pour dire qu'il était là. J'ai attendu 5 minutes de plus, puis j'ai envoyé un message depuis le compte de Jessica, m'excusant pour le retard et demandant à reporter la rencontre à la semaine prochaine. Tran avait l'air déçu de l'autre côté de la pièce, mais le vrai moment de gloire arriva 20 minutes plus tard quand Emily entra. Elle repéra Tran tout de suite et se dirigea vers sa table, comme si ce n'était pas leur première rencontre. Elle portait une tenue de sport qui coûtait probablement plus cher que l'abonnement à la salle de sport de la plupart des gens, et elle était sublime. Ils ne s'embrassèrent pas. Trop public, trop risqué, mais n'importe qui aurait pu voir leur proximité si on savait quoi chercher. La façon dont elle touchait son bras en parlant, la façon dont il se penchait pour entendre ses chuchotements, la façon dont ils riaient tous les deux de quelque chose qui n'était probablement même pas drôle. J'ai pris des photos avec mon téléphone, en faisant attention à rester caché derrière mon ordinateur portable. Les photos n'étaient pas parfaites, mais elles étaient suffisamment nettes pour montrer Emily et Tran ensemble, et il ne s'agissait pas d'entraînement sportif. Après 30 minutes, ils partirent ensemble. J'ai attendu qu'ils soient partis, puis j'ai suivi à distance. Ils se rendirent en voiture à la résidence de Tran, se garant là où ils ne pouvaient pas être vus de la rue. Je ne les ai pas suivis à l'intérieur. Je n'avais pas besoin de voir ce qui se passait ensuite pour savoir ce qui se passait. Au lieu de ça, je suis allé à l'école de Molly et j'ai passé les 3 heures suivantes à regarder ma fille écraser la concurrence lors de son tournoi de débat. Elle était féroce, éloquente, totalement dans son élément. Quand ils ont annoncé qu'elle allait au régional, elle a regardé dans le public, et son visage s'est un peu assombri quand elle a réalisé qu'Emily n'était pas là. Maman a été retenue au travail, ai-je menti avec assurance. Mais elle est très fière de toi. On l'est tous les deux. Le sourire de Molly valait tous les mensonges que je devrais raconter pour la protéger de la vérité sur ce que sa mère faisait réellement. Nous sommes allés dîner dans son restaurant préféré, juste tous les 3, et pendant 2 heures j'ai fait semblant que tout était normal. Josh a raconté des histoires sur son équipe de cross-country, Molly a raconté chaque moment de sa victoire au tournoi, et j'ai joué le rôle du papa fier pendant que mon mariage s'effondrait en temps réel. Emily était à la maison quand nous sommes rentrés, recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable et un shake protéiné. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle à Molly. « J'ai gagné les régionales. Je vais aux nationaux. C'est formidable, ma chérie. Je suis désolé d'avoir manqué ça. »« Où étais-tu ?» demanda Molly. Emily fit une pause, juste une seconde. J'avais une séance d'entraînement qui a duré plus longtemps que prévu. Puis j'ai dû m'occuper de quelques papiers pour la compétition à laquelle je participe. 3 mensonges en une phrase. J'étais presque impressionné. Quel genre de papier, demandai-je avec désinvolture. Des formulaires d'inscription, des certificats médicaux, ce genre de choses. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. J'en suis sûr. Plus tard dans la soirée, après que les enfants soient allés se coucher, Emily et moi nous sommes retrouvés seuls dans notre chambre pour la première fois depuis des semaines. Elle était assise devant sa coiffeuse, effectuant sa routine de soins de la peau avec cette précision méthodique qu'elle appliquait à tous ces derniers temps. « Il faut qu'on parle, dis-je. »« De quoi ? » ?»« De nous. De la direction que ça prend. » Elle me fixa dans le miroir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je veux dire que tu as raté la plus grande réussite scolaire de notre fille de l'année parce que tu étais trop occupé avec ton coach. Je t'ai dit que c'était inévitable. Vraiment ? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as décidé que ta quête de la remise en forme était plus importante que ta famille. Emily se retourna vers moi et je vis quelque chose traverser son expression. De la culpabilité, peut-être, ou la réalisation qu'elle s'était fait prendre à mentir. C'est pas juste. C'est pas juste ? C'est quand la dernière fois que tu as demandé à Josh comment ça se passait à l'école ? C'est quand la dernière fois que tu as cuisiné un dîner pour cette famille ? C'est quand la dernière fois qu'on a eu une conversation, toi et moi, qui ne parlait pas de ton programme d'entraînement ? Tu exagères. Je suis honnête. Tu t'es déconnecté, Emily. Physiquement, émotionnellement, complètement. Tu vis dans notre maison, mais tu ne fais plus partie de notre famille. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. J'ai cru qu'elle allait admettre ce qu'elle faisait et qu'on trouverait un moyen de s'en sortir. Au lieu de ça, son expression se durcit. Peut-être que le problème, ce n'est pas que j'ai changé. Peut-être que le problème, c'est que toi, tu n'as pas changé.
Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu es exactement la même personne que lorsque nous nous sommes mariés. Le même boulot, les mêmes loisirs, les mêmes plaintes. La même routine ennuyeuse. J'ai évolué, Nick. Je suis devenu quelqu'un de mieux. Peut-être que tu devrais essayer de temps en temps. Ces mots atteignirent leur cible parfaitement. Toute l'insécurité que j'avais jamais eue à propos du fait d'être ordinaire, d'être le genre d'homme qui a atteint son apogée dans un poste de cadre moyen et la médiocrité de la banlieue, me revint en pleine figure. Alors, tu dis quoi? Que tu es trop bien pour moi maintenant. Je dis qu'on veut des choses différentes. Qu'est-ce que tu veux, Émilie? Elle resta silencieuse pendant un long moment, fixant son reflet dans le miroir de la coiffeuse. Quand elle finit par parler, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je veux me sentir vivante à nouveau. Et je te donne l'impression d'être morte. Tu me donnes un sentiment de sécurité. Et j'en ai marre d'être en sécurité. Voilà, la vérité enfin étalée entre nous comme une feuille de route pour le tribunal de divorce. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, demandai-je. Je ne sais pas. Mais moi, je savais. Je savais exactement ce qui allait se passer parce que j'allais faire en sorte que ça arrive. Émilie voulait se sentir vivante. J'allais lui montrer à quoi ressemblait vraiment la vie. À partir de demain. Le samedi matin apporta la pluie et le genre de ciel gris qui correspondait parfaitement à mon humeur. Émilie était partie avant que je ne me réveille. Encore une session matinale, encore un mensonge. Encore un clou dans le cercueil de notre mariage. Mais cette fois, j'étais prêt pour elle. J'avais passé la moitié de la nuit à planifier mon prochain coup et l'autre moitié allongée éveillée, fixant le plafond, me demandant comment 20 ans de mariage avaient pu en arriver là. La femme qui dormait à côté de moi était une inconnue qui portait le visage de ma femme. Et j'en avais fini de faire semblant que ce n'était pas le cas. Les enfants dormaient encore quand j'ai préparé mon café et me suis installé dans mon bureau à domicile. L'ordinateur portable d'Émilie était dans la cuisine, oublié. Dans sa hâte de rejoindre Tran, elle l'avait laissé ouvert, ce qui était soit de l'imprudence, soit un appel à l'aide inconscient. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais à situation désespérée, mesure désespérée. La boîte mail d'Émilie était une mine d'or. Les messages de Tran ont commencé de manière strictement professionnelle, puis sont devenus personnels, puis torrides. Des projets d'escapade de week-end déguisés en camp d'entraînement, des réservations d'hôtels, même un fil de discussion sur le fait de se débarrasser d'une relation qui vous retenait. Mais le pire? Ces textos à ses copines de fitness. Elle parlait de moi comme si j'étais un poids mort dont elle devait se débarrasser. Un texto me qualifiait de confortable mais ennuyeux. Un autre disait que j'étais un bon père, mais pas terrible comme mari. Le dernier, il y a à peine 3 jours, était une réponse à quelqu'un qui lui demandait si elle allait me quitter. Je prends mon courage à 2 mains, avait-elle écrit. C'est compliqué avec les enfants. Prendre son courage à 2 mains. Comme si notre mariage était un pansement qu'elle devait arracher d'un coup sec. J'ai transféré les pires messages sur ma propre boîte mail, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Colère me paraissait trop simple. Blessure me paraissait trop faible. Ce que je ressentais se rapprochait plus de soulagement. Comme quand on attend quelque chose depuis toujours et que ça finit par arriver. Mon téléphone vibra. Texto de Pet. La voiture d'Émilie est encore au Marriott. La même chambre que la dernière fois. La même chambre. Ils avaient leurs habitudes. Ce détail, à quel point ils étaient désinvoltes, me retourna l'estomac. Je lui ai répondu par texto, merci. Tu peux me rendre un service? Dis toujours. Garde un œil sur les enfants aujourd'hui. Je dois régler un truc. Pas de problème. Fais gaffe, Nick. Je suis allé au Marriott sans autre plan que de confirmer ce que je savais déjà. L'hôtel était un de ces endroits sans charme pour les hommes d'affaires, des commerciaux itinérants et des gens qui trompent leurs conjoints. La Honda d'Émilie était garée à côté de la Mustang rouge flamboyante de Tran à l'arrière, le plus loin possible de l'entrée. Chambre 237. Pet a eu le numéro grâce à son pote de la sécurité de l'hôtel. Les avantages d'avoir un flic à la retraite comme voisin. Je suis resté devant la porte pendant 10 minutes, à écouter les bruits étouffés à l'intérieur, à essayer de décider quoi faire. Frapper? Partir? Appeler Émilie et la regarder essayer de justifier son absence à la salle?
À la place, j'ai pris des photos, les voitures, le numéro de la chambre, le panneau ne pas déranger. Des preuves pour plus tard. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la salle de sport où Émilie était censée aller et j'ai parlé à la gérante, une femme sympa qui s'appelait Sarah. Elle était ravie de papoter sur leur programme d'entraînement. Je pensais offrir à ma femme quelques séances avec son coach, ai-je dit. Trent Morrison. Elle travaille avec lui depuis quelques mois. Sarah avait l'air perplexe. Je suis désolé, mais on n'a pas de coach qui s'appelle Trent. Vous êtes sûr d'être à la bonne salle? Peut-être que je me trompe. Ma femme, Emily Lawson, vient ici régulièrement. Emily Lawson? Sarah a vérifié sur son ordinateur. Je ne vois personne avec ce nom dans notre système. Vous êtes sûr qu'elle est membre? Elle ne l'était pas. Emily n'était jamais venue dans cette salle. Chaque histoire sur ses séances d'entraînement était un mensonge. Toute la vie bidon qu'elle s'était construite s'écroulait, et elle ne le savait même pas encore. J'ai remercié Sarah et je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Les mensonges d'Emily étaient plus gros que je ne le pensais, ce qui signifiait que la trahison était plus profonde qu'une simple aventure. Elle vivait une vie fausse depuis des mois. Les enfants étaient levés quand je suis revenu, en train de faire leur truc du samedi comme si la présence de leur mère n'était pas indispensable. Josh faisait des pancakes pendant que Molly envoyait des textos et se plaignait de je ne sais quel drame. Elle est où maman, a demandé Molly, sans lever les yeux. Séance d'entraînement, ai-je répondu, comme un robot. Elle s'entraîne tout le temps. Maintenant, on dirait qu'elle vit à la salle, a dit Josh, sans scier. Peut-être qu'elle s'entraîne à devenir une salle de sport. Jean, sa forme finale c'est juste devenir un bâtiment rempli de matériel d'exercice. J'ai ri, malgré tout ce qui se passait. Ça expliquerait la poudre protéinée partout et la façon dont elle parle des glucides, a ajouté Molly. Comme s'ils avaient tué sa famille. On a traîné toute la matinée, à faire des trucs normaux qu'on n'avait pas fait depuis un moment. Josh m'a montré sa technique pour faire les pancakes beaucoup trop de beurre. Molly s'est entraînée pour son discours de débat, en se servant de Josh et moi comme public. Pendant quelques heures, j'ai presque oublié les chambres d'hôtel et les femmes qui mentent et mon mariage qui part en vrille. Puis Emily est rentrée. Elle est arrivée à 2h30, sac de sport sur l'épaule, l'air de sortir d'un entraînement de malade. Cheveux en queue de cheval défaite, joues rouges, portant des vêtements de sport qui coûtaient plus cher que mon crédit auto. C'était comment l'entraînement, ai-je demandé, en faisant genre. Horrible. Trent m'a poussé plus que d'habitude aujourd'hui. J'arrive à peine à bouger. Les mensonges venaient si facilement maintenant. Elle avait perfectionné le numéro, inventant des histoires crédibles et les racontant comme si elle disait la vérité. Tu as travaillé quoi? Le haut du corps. Il m'a mis sur un nouveau programme pour prendre du muscle pour la compétition. Dans quelle salle tu vas? La question est restée en suspens une seconde de trop. Le visage d'Emily a tressailli un instant, puis est redevenu normal. À l'endroit habituel. Pourquoi? Juste par curiosité. Je pensais m'inscrire. Me remettre en forme, moi aussi. C'est une super idée. Tu devrais vraiment faire ça. Mais pas avec son coach, ai-je remarqué. Pas dans sa salle. Elle n'a pas proposé de me présenter Trent ni suggéré qu'on s'entraîne ensemble. Elle voulait garder nos mondes séparés. Tu pourrais peut-être me présenter Trent, pour qu'il me lance sur un programme. Il est hyper booké en ce moment. Je pourrais me renseigner, voir si d'autres coachs ont des créneaux. Encore des mensonges. Bien huilé, rodé. Elle l'a dit sans même une pause. Pas grave. Je me débrouillerai. Emily est montée prendre une douche, et j'ai pris ma décision. J'en avais marre de jouer au mari naïf. Il était temps d'inverser les rôles. J'ai attendu qu'elle soit sous la douche, puis j'ai appelé le numéro de Trent Morrison que j'avais trouvé dans son téléphone. Salut, beauté. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Tu me manques déjà? En fait, c'est le mari d'Emily. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand Trent a finalement parlé, toute sa confiance arrogante avait disparu de sa voix. Vous quoi? J'ai dit, c'est Nick Lawson, le mari d'Emily. Je crois qu'il faut qu'on parle. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous imaginez. Je pense que vous couchez avec ma femme depuis 3 mois. Je pense que vous l'aidez à nous mentir, à moi et à nos enfants.
Et je pense qu'il est temps qu'on discute de ce qui va se passer. C'est n'importe quoi. Émilie et moi, on a une relation professionnelle. Je suis son coach. Dans quelle salle vous travaillez, Tran? Encore une pause. Pardon? Question simple. Quelle salle vous embauche comme coach? Parce que j'ai appelé un peu partout et personne ne semble vous connaître. Je suis freelance. Freelance, oui. C'est comme ça que vous appelez ça quand vous rencontrez des femmes mariées dans des hôtels et que vous les aidez à détruire leur famille. Vous ne comprenez pas la situation. Alors expliquez-la moi. Aidez-moi à comprendre pourquoi ma femme me ment, à moi et à nos enfants, pour pouvoir passer ces après-midi dans des chambres d'hôtel avec vous. Vous. La voix de Tran est devenue défensive. Émilie n'est pas heureuse, mec. Elle ne l'est plus depuis des années. Elle est enfin en train de comprendre qui elle est vraiment, ce qu'elle veut vraiment. Et ce qu'elle veut vraiment, c'est toi. Elle veut se sentir à nouveau vivante. Elle veut être avec quelqu'un qui apprécie le travail qu'elle a fait sur elle-même. La personne qu'elle est devenue. La personne qu'elle est devenue est une menteuse et une tricheuse. C'est pas juste. Juste? J'ai ri, et c'est sorti plus rauque que je ne le voulais. Tu veux parler de justice? Est-ce que c'est juste que mes enfants se demandent pourquoi leur mère ne s'intéresse plus à leur vie? Est-ce que c'est juste que je me crève le cul à faire bouillir la marmite pendant que ma femme joue à la poupée avec un influenceur fitness raté? Écoute, je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça. Mais c'est arrivé comme ça. Et maintenant, il faut assumer les conséquences. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes loin de ma femme. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que je l'aime. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Pas parce que j'étais surpris, mais à cause de la facilité avec laquelle il les a prononcés. Comme si l'amour était une chose simple. Comme si ça n'impliquait pas 20 ans d'histoire et 2 enfants et un crédit immobilier et 1000 petits compromis. Tu l'aimes. Oui. Tu aimes une femme mariée avec 2 enfants et une vie qui ne t'inclut pas. Sa vie va m'inclure. Elle te quitte. Ah bon? Parce qu'elle ne m'en a pas parlé. Elle prend son courage à 2 mains. C'est compliqué. Encore ces mots. Prendre son courage à 2 mains. Comme si j'étais un obstacle à franchir au lieu d'une personne dont on détruit la vie. Eh bien, voilà quelque chose qui n'est pas compliqué, ai-je dit. Si tu ne cesses pas de voir ma femme, je vais te rendre la vie très difficile. Tu me menaces? Je te le promets. J'ai des photos de vous 2 ensemble. J'ai des copies de tes messages. J'ai des preuves de votre liaison qui seraient très intéressantes pour tes clients, ton propriétaire et tous ceux qui pourraient être curieux de connaître ton vrai visage. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblant d'adrénaline et de rage. La douche continuait de couler à l'étage, ce qui voulait dire qu'Émilie n'avait pas entendu ma conversation. Bien. Je n'étais pas encore prêt à l'affronter, mais je m'en approchais. Le dimanche matin a apporté cette fausse normalité familiale qui ressemblait à un spectacle dont on commençait tous à se lasser. Émilie a préparé son smoothie protéiné, Josh s'est plongé dans son téléphone et Molly a commenté en continu les drames des réseaux sociaux dans son groupe d'amis adolescents. J'étais assis à la table de la cuisine, buvant du café et regardant ma femme mentir avec une habileté croissante et une conscience en baisse. Je rejoins Tasha pour un brunch, a annoncé Émilie, sans lever les yeux de son téléphone. Puis on ira voir ce nouveau studio de yoga. Tasha Morrison. La meilleure amie d'Émilie et sa principale complice. La même Tasha qui avait couvert l'affaire d'Émilie et l'avait aidée à inventer des mensonges de plus en plus élaborés sur où elle était. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Dis bonjour à Tasha de ma part. Les doigts d'Émilie se sont figés sur l'écran de son téléphone pendant une fraction de seconde. Je le ferai. Mais elle ne le ferait pas. Parce qu'elle n'allait pas retrouver Tasha. Selon le suivi de localisation que j'avais mis en place sur notre forfait familial, le téléphone d'Émilie était actuellement dans le même complexe d'appartements où vivait Tran. Elle y était depuis 8 heures du matin, ce qui voulait dire qu'elle était partie tôt de la maison pour éviter les questions sur ses projets. Les enfants ont fini de déjeuner et ont disparu dans leur chambre, laissant Émilie et moi seuls dans la cuisine. Elle tapait encore sur son téléphone, probablement en train de coordonner avec Tran leur journée ensemble. Ai-je dit doucement. Même. Regarde-moi. Elle a levé les yeux, et pendant une seconde,
j'ai vu la femme que j'avais épousée. Les mêmes yeux verts, le même sourire légèrement de travers. Le même visage à côté duquel je me réveillais depuis 20 ans. Mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose de gardé et de distant qui n'était pas là avant. « Est-ce que tu es heureuse ?» ai-je demandé. La question a semblé la prendre au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Est-ce que tu es heureuse de ta vie? De notre mariage? De la personne que tu es devenue? Émilie a posé son téléphone et m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je t'aime. Parce qu'on a 2 enfants ensemble et 20 ans d'histoire. Parce que je veux comprendre ce qui nous arrive. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, se contentant de fixer ses mains. Quand elle a finalement parlé, c'était à peine un murmure. Je ne sais même pas si je sais encore comment être heureuse. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que j'ai passé tellement d'années à être ce que tout le monde avait besoin que je sois que j'ai oublié qui j'étais. J'étais ta femme, leur mère, la bénévole de l'association de parents d'élèves, la conductrice de covoiturage. Mais je n'étais jamais juste moi. Et maintenant, tu essaies de découvrir qui est juste toi. Quelque chose comme ça. J'avais envie de lui demander s'il juste elle incluait de mentir à sa famille et de coucher avec son coach. J'avais envie de lui demander si se trouvait impliqué de détruire tous les autres au passage. Au lieu de ça, j'ai posé la question qui comptait le plus. Tu veux qu'on sauve notre mariage? Le silence d'Émilie m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Je ne sais pas si notre mariage peut être sauvé. Peut-être parce que toi, tu n'en as pas envie. Peut-être parce que tu penses qu'il est trop cassé pour être réparé. Parce que je ne suis plus la même personne qui t'a épousé, et je ne pense pas que tu puisses aimer celle que je suis en train de devenir. Essaie. Elle a souri tristement. Tu ne comprendrais pas. Aide-moi à comprendre. Mais elle était déjà debout, en train d'attraper son sac et ses clés. Je vais être en retard pour retrouver Tasha. Encore un mensonge, débité comme si de rien n'était, comme si elle avait maîtrisé l'art de mentir. Après son départ, j'ai appelé Pete. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, ai-je dit. Vas-y. À quel point ça craint, vu de l'extérieur. L'histoire, les mensonges, la façon dont Émilie se comporte? Pete est resté silencieux pendant une seconde. Tu veux la vérité? Je veux la vérité. On dirait que ta femme s'est complètement désengagée de votre mariage et qu'elle fait juste semblant d'être là, en attendant d'avoir le courage de partir. On dirait qu'elle fait passer son aventure avant sa famille, et on dirait qu'elle se fiche de qui est blessé en cours de route. C'est ce que je craignais. Mais voilà, Nick. On dirait aussi que tu es un bon père qui essaie de maintenir sa famille unie pendant que sa femme la détruit. Si ça finit au tribunal, ça va compter. Je ne suis pas sûr de vouloir que ça finisse au tribunal. Qu'est-ce que tu veux? C'était la question à $1 million. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais récupérer ma femme, mais la femme que j'avais épousée n'existait plus. Je voulais ma famille intacte, mais Émilie l'avait déjà brisée. Je voulais revenir à la situation d'avant, mais c'était impossible. Je veux qu'elle choisisse, ai-je dit finalement. Je veux qu'elle décide ce qui compte le plus, son aventure ou sa famille. Et si elle choisit l'aventure, au moins je saurai où j'en suis. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 20 ans de mariage. J'ai suivi ma femme. La voiture d'Émilie était garée devant un complexe d'appartements branchés dans le quartier chic de Dallas, le genre d'endroit qui se vend aux jeunes cadres avec plus d'argent que de jugeote. J'ai trouvé une place de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée de l'immeuble et je me suis installé pour attendre. Ils sont sortis 2 heures plus tard, Émilie et Tran ressemblant à un couple qui venait de passer l'après-midi au lit. Ils se tenaient la main, riant de quelque chose que Tran avait dit, complètement absorbés l'un par l'autre. J'ai pris des photos. Beaucoup de photos. Ils ont marché jusqu'à un restaurant à proximité, un de ces endroits de la ferme à la table qui servent des salades à $20 à des gens qui pensent que la nourriture chère est un trait de personnalité. À travers la fenêtre, je les ai regardés partager un repas comme n'importe quel autre couple un dimanche après-midi. Émilie avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Elle était animée, engagée, riant aux histoires de Tran et touchant son bras pendant qu'elle parlait. C'était la femme dont j'étais tombé amoureux à la fac, celle qui avait lentement disparu de notre mariage au cours des dernières années.
La voir avec lui, c'était comme regarder quelqu'un revenir à la vie. C'était aussi comme recevoir des coups de poing dans l'estomac à répétition. Ils ont terminé le repas et sont retournés à l'immeuble de Tran où la voiture d'Émilie était toujours garée. Mais au lieu de monter dans sa voiture et de partir, elle l'a suivi à l'intérieur. J'ai attendu encore 1 heure avant de renoncer et de rentrer chez moi. Les enfants étaient dans le salon quand je suis arrivé, Josh jouant à des jeux vidéo pendant que Molly travaillait sur ses devoirs. Un dimanche après-midi normal d'adolescent, à l'exception de la tension qui était devenue la nouvelle normalité de notre famille. Elle est où maman, a demandé Molly sans lever les yeux de son manuel. Toujours avec Tasha. Elle sort beaucoup avec Tasha ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Josh a mis son jeu en pause et m'a regardé. Papa, est-ce que maman et toi vous allez divorcer? La question m'a frappé comme une gifle. Pourquoi tu demandes ça? Parce que vous vous parlez à peine. Parce que maman n'est jamais là. Parce que quand elle est là, elle fait comme si elle n'avait pas envie d'y être. Je me suis assis sur le canapé à côté de lui, essayant de trouver comment répondre. Comment expliquer à son fils de 17 ans que sa mère a une liaison? Comment dire à ses enfants que leur famille est en train de s'effondrer parce que leur mère a décidé qu'elle voulait une autre vie? Ta mère et moi traversons quelques difficultés, ai-je dit finalement. Mais quoi qu'il arrive entre nous, ça ne change rien à l'amour que nous avons pour toi et Molly. Mais vous allez divorcer. Je ne sais pas. Peut-être. Molly a levé les yeux de ses devoirs. Est-ce à cause de son coach? La question m'a pris complètement au dépourvu. Qu'est-ce que tu sais de son coach? Je ne suis pas stupide, papa. Elle parle de lui constamment. Elle est toujours en train d'envoyer des textos à quelqu'un et de sourire. Elle n'est plus jamais là, et quand elle est là, elle est distraite. C'était assez évident que ma fille de 16 ans avait percé à jour ce que j'essayais de nier depuis des mois. Maman a une liaison, c'est ça, a demandé Josh. J'ai regardé mes enfants, tous les deux fixant leur regard sur moi avec une sorte de compréhension adulte qu'aucun adolescent ne devrait avoir à posséder. Ils méritaient la vérité, ou du moins, autant que je pouvais leur en donner. Oui, ai-je répondu. Elle en a une. Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, Molly a parlé. Tu vas te battre pour elle? Je ne sais pas s'il reste quelque chose pour quoi se battre. C'est nous, Josh, ai-je dit doucement. C'est notre famille. Il faut aussi que votre mère ait envie de se battre pour nous. Et là, tout de suite? Je n'étais pas si sûr qu'elle en ait envie. Émilie est rentrée à 20h avec 3 heures de retard pleine d'excuses sur la façon dont le brunch avec Tasha s'était transformé en virée shopping. Les mensonges? Ils venaient facilement maintenant, lisses après des mois de pratique. Mais quelque chose semblait différent dans la maison depuis son absence. Les enfants étaient polis, bien sûr, mais distants. Répondaient à ses questions avec le strict minimum. Ils connaissaient la vérité maintenant, et ils y faisaient face à leur manière. Émilie sentait le changement, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Tout va bien, a-t-elle demandé après que les enfants soient allés se coucher. Oui, ça va. Comment s'est passée ta journée avec Tasha? Bien. On a passé un bon moment. De quoi avez-vous parlé? Question innocente, mais Émilie a hésité. Elle me racontait tout avant. De trucs de fille. Son boulot, mon entraînement, des trucs de la vie. Quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. Pourquoi tu me demandes ça? On discute. On ne se parle plus beaucoup. Émilie s'est assise sur le bord du lit, et pendant une seconde, on aurait dit qu'elle allait dire quelque chose de vrai. Quelque chose d'honnête. Au lieu de ça, elle a attrapé son téléphone, a commencé à faire défiler. Je suis crevée, a-t-elle dit. Longue journée. J'en suis sûr. Elle a levé les yeux rapidement, comme si elle avait entendu quelque chose dans ma voix, mais j'ai gardé un visage impassible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. Je suis sûr que tu as eu une longue journée. Émilie a regardé fixement pendant une autre seconde, puis a secoué la tête, s'est dirigée vers la salle de bain. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la douche. Allongé dans le lit cette nuit-là, en écoutant ma femme suivre sa routine, j'ai réalisé qu'on vivait comme des étrangers partageant une maison. Poli, distant, faisant attention à ne pas interférer avec les mensonges de l'autre. Mais la comédie devenait plus difficile, et j'en avais marre d'être le seul à sembler se soucier que notre famille soit en train de s'effondrer.
Demain, ai-je décidé, il est temps d'arrêter de faire semblant. Le lundi matin a commencé avec cette lucidité que l'on ressent après une nuit blanche à prendre des décisions. Émilie était déjà partie quand je me suis réveillé. Une autre séance matinale, un autre mensonge, un autre jour dans le monde factice qu'elle avait construit autour de sa liaison. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'en avais fini d'être une victime dans ma propre vie. J'ai préparé du café, j'ai préparé les enfants, je les ai conduits à l'école avec cette concentration calme, celle qu'on a juste avant la tempête. Josh et Molly étaient plus silencieux que d'habitude, digérant la conversation d'hier. « Papa » a dit Molly alors que je me garais devant l'école. « Oui. Quoi qu'il arrive avec maman, on ira bien, n'est-ce pas? Toi et Josh et moi. » Cette question m'a brisé le cœur, m'a rendu encore plus déterminé. On ira plus que bien, ma chérie. On est une famille. Ça ne changera pas. Après avoir déposé les enfants, je suis allé au bureau, j'ai fait jouer toutes les faveurs que je pouvais. Janet m'a aidé à rassembler les preuves que j'avais accumulées toute la semaine. Des photos, des textos, des données de localisation. Des choses financières, des notes d'hôtel, des restaurants qui ne correspondaient pas à l'endroit où Émilie disait être. C'est beaucoup, a dit Janet, en faisant défiler tout ça. T'as assez pour prouver la liaison 10 fois. Je veux être sûr qu'il n'y ait aucun doute. Il n'y en aura pas. Mais Nick, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je vais donner à Émilie une dernière chance de choisir. Et si elle fait le mauvais choix? Alors je vais m'assurer qu'elle en comprenne les conséquences. J'ai passé la matinée à organiser tout ça en une présentation qui aurait fait la fierté de mes formations d'entreprise. Des photos dans l'ordre, des textos triés par sujet. Une chronologie montrant comment les mensonges d'Émilie ont grossi, comment la liaison a empiré. À midi, je suis rentré à la maison. La voiture d'Émilie était dans le garage, ce qui voulait dire qu'elle était entre deux mensonges. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer un de ses repas soignés, en faisant défiler sur son téléphone. « Salut » a-t-elle dit, sans lever les yeux. « Tu es rentré tôt. Il faut qu'on parle. » « Ça peut attendre ? J'ai rendez-vous avec mon coach dans 1 heure, et je dois encore. » « Non, Émilie, ça ne peut pas attendre. » Quelque chose dans ma voix l'a fait lever les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Assieds-toi, Nick. Tu me fais peur. Assieds-toi. » Elle s'est assise, le téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je l'ai tourné vers elle. L'écran affichait une photo que j'avais prise hier. Émilie et Tran se tenant la main devant son appartement, riant d'une blague. Le visage d'Émilie est devenu blanc. « Où as-tu trouvé ça ? » « Je l'ai prise hier après-midi pendant que tu prenais un brunch avec Tasha. » « Tu me suivais ? » Je suivais ma femme, qui me ment depuis des mois sur où elle va et ce qu'elle fait. Émilie fixa la photo, puis moi, son visage passant du choc à la peur, à peut-être du soulagement. « Depuis combien de temps tu sais ? » Je me doutais de quelque chose depuis des mois. J'en suis sûr depuis 1 semaine. J'ai cliqué sur la photo suivante, puis encore une autre. Émilie et Tran à l'hôtel, Émilie et Tran au restaurant, Émilie et Tran sur son parking. J'en ai des dizaines comme ça, dis-je. J'ai aussi des copies de tes SMS, des relevés de tes visites à l'hôtel, et la preuve de chaque mensonge que tu m'as raconté, à moi et aux enfants, depuis 3 mois. Les mains d'Émilie tremblaient. Nick, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu baises ton coach pendant que tu mens à tes enfants sur où tu es? Expliquer comment tu prévois de me quitter tout en faisant semblant de travailler sur notre mariage? Expliquer comment tu mènes une vie de mensonge depuis des mois. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu as une liaison avec Tran Morrison. Vous vous rencontrez à l'hôtel et dans son appartement. Tu nous as menti, à moi et aux enfants, sur où tu étais. Tu prévois de partir, mais tu n'as pas les couilles de le faire. Le visage d'Émilie s'est effondré. Comment tu sais, pour tes messages à tes copines de la salle? Sur le fait que tu essaies de trouver le courage de te débarrasser de ta relation limitante? Je sais tout, Émilie. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque putain de détail. Elle pleurait maintenant, mais je ne me sentais pas mieux pour autant. Je me sentais vide, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'avais oublié comment me tenir droit. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-elle. Trop tard.
C'est arrivé, et maintenant on assume. Tu veux quoi, demandai-je. Je veux que tu choisisses. Choisir quoi? Choisir ta famille? Ou lui? Choisir la vie qu'on a construite? Ou une espèce de fantasme avec un coach de 26 ans qui aide les femmes mariées à détruire leur famille? Émilie essuya ses yeux. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu peux mettre fin à cette liaison, essayer de réparer notre mariage et regagner ma confiance. Ou tu peux partir et aller jouer à la poupée avec Tran. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Et si je le choisis, lui? Alors tu pars aujourd'hui. Tu fais tes valises, tu déménages et on entame le divorce. Tu ne vas pas vivre ici pendant que tu baises quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas mentir à nos enfants. Tu ne peux pas tout avoir. Émilie fixa les photos sur mon ordinateur portable pendant un long moment. Finalement, elle leva les yeux. Et les enfants? Quoi, les enfants? Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin d'une mère qui les fait passer en premier, pas de sa liaison. Ils ont besoin d'une mère qui ne leur manque pas chaque putain de jour. Ils ont besoin d'une mère qui soit présente, pas de quelqu'un de trop occupé avec son coach pour les voir réussir. Tu leur as dit. Ils s'en sont rendus compte tout seuls. Ils ne sont pas stupides, Émilie. Ils te voient déconnecté depuis des mois. Elle se mit à pleurer de plus belle. J'ai tout gâché. Ouais, tu as tout gâché. Tu peux me pardonner? La question planait, un pont que je n'étais pas sûr de vouloir traverser. Je ne sais pas, dis-je, honnêtement. Mais je suis prêt à essayer si tu es prête à te battre pour nous. Ça ressemblerait à quoi, ça? Ça ressemblerait à ce que tu mettes fin à cette liaison. Maintenant. Radicalement. Pas de contact avec Tran, pas de rendez-vous secret, pas de rupture en douceur. Ça ressemblerait à ce que tu sois honnête à propos de tout. Où tu vas, ce que tu fais, à qui tu parles. Ça ressemblerait à ce que tu te soucies plus de notre famille que de tes objectifs de fitness, de ton Instagram, ou de tout ce qui est devenu si important ces derniers temps. C'est beaucoup demandé. C'est beaucoup moins que ce que tu as déjà pris. Émilie ferma les yeux. Je pouvais la voir peser le pour et le contre. Notre vie confortable contre Tran, la sécurité de notre famille contre le frisson de la liaison. Quand elle rouvrit les yeux, je sus. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas renoncer à lui. Je sais comment ça sonne. Je sais que c'est égoïste. Mais je ne peux pas revenir à ce que c'était. Je ne peux pas faire semblant d'être heureuse avec une vie qui me donne l'impression d'étouffer. Alors tu le choisis, lui? Je me choisis moi. Pour la première fois en 20 ans, je fais ce qui me rend heureuse, pas ce qu'on attend de moi. Je fermai mon ordinateur portable et me levai. Alors tu dois partir, Émilie. Aujourd'hui. Je veux que tu sortes de cette maison aujourd'hui. Je suis censé aller où? Je suis sûr que Tran t'aidera à trouver une solution. Elle pleurait de nouveau, mais j'en avais assez de la plaindre. Elle a fait son choix. Maintenant, elle assume. Et les enfants? Tu pourras les voir quand tu seras prête à être honnête sur le fait que ta liaison était plus importante que leur famille. Tu es cruel. Je suis honnête. Essaie un jour. Émilie se leva lentement, comme si elle était sous l'eau. Je vais faire un sac. Fais toutes tes affaires. Ce n'est pas temporaire. Elle hocha la tête et monta à l'étage. Je l'entendis dans notre chambre, ouvrir les tiroirs, emballer 20 ans dans des valises. 1 heure plus tard, elle se tenait dans le hall d'entrée avec 3 valises et un regard perdu que je ne lui avais jamais vu. Je suis désolée, dit-elle. Je sais que tu le es. Mais un simple désolé ne répare pas ce que tu as brisé. Tu vas le dire aux enfants? Je leur dirai la vérité. Que leur mère a préféré sa liaison à sa famille. Émilie tressaillit. Ce n'est pas juste. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle commença à argumenter, puis s'arrêta. Plus rien à dire. Au revoir, Nick. Au revoir, Émilie. Je la regardais charger sa voiture et s'éloigner de notre maison, de notre vie, de la famille qu'elle avait décidé de ne pas valoir la peine. Puis j'ai appelé les enfants et leur ai dit de rentrer. Ils méritaient de l'apprendre de ma bouche. Ce soir-là, je me suis assis avec Josh et Molly, en leur expliquant que leur mère avait déménagé et ne reviendrait pas. Ils l'ont mieux pris que je ne le pensais,
Avec une acceptation triste qui laissait entendre qu'ils attendaient ça depuis un moment. Ça va, papa, demanda Molly. Ça ira. Et nous, ça va aller? Ça va aller mieux que bien. On va être honnête, prendre soin les uns des autres, et construire quelque chose de mieux qu'avant. Josh acquiesça. Bien. J'en avais marre de faire semblant que tout était normal. Moi aussi. Cette nuit-là, j'ai dormi seul pour la première fois en 20 ans. Ça aurait dû être solitaire, mais c'était un soulagement. Plus de mensonges. Plus de faux semblants. Plus à me demander ce qui était vrai. La vérité. Enfin. Ça m'a frappé de plein fouet. 3 mois plus tard, Émilie emménagea avec Tran. 6 mois après, elle découvrit qu'il couchait avec 2 autres clientes. Ils ont rompu, paf, comme ça. Notre divorce était prononcé à ce moment-là. J'ai eu la garde des enfants. Émilie, elle travaillait dans une salle de sport à Austin, essayant de recoller les morceaux. Sa vie a explosé à cause de ce qu'elle a fait. Les enfants la voient un week-end sur 2. Elle essaie, lentement, d'être à nouveau leur mère. Pas juste une dame avec qui ils ont un lien de parenté. Ce n'est pas la famille que je voulais, mais c'est la réalité. Ça vaut la peine de se battre. Moi? J'ai 45 ans. Célibataire pour la première fois en 20 ans. J'élève 2 adolescents qui savent que faire ce qui est juste est plus important que d'être à l'aise. Ce n'est pas la vie que je pensais avoir, mais c'est la vie que j'ai choisie quand j'ai arrêté de faire semblant que les mensonges étaient de l'amour. Et ça change tout. Fin. Jeg ved ikke, hvad pengepræmien er på. Jeg tror så ikke. Hvad var det, jeg vil sige? Skal cykle CSBB? Det er sgu i orden, pen to kill. Ja, jeg tror, det bliver hyggeligt i hvert fald. 50 kroner PayPal som Margo. Det kan godt være. Det kan også være den 20'er. Det kan også være den lop. Jeg ved det ikke. Der kommer noget mere information ind på Banis Discord på den tidspunkt, så skal jeg nok lige update alle sammen. Men det er også begrænset, hvor meget jeg lige selv ved. Jeg skulle bare lige være sikker på, at der var nogen, der sådan havde, hvad det var i stemningen for det, eller hvad man skal sige. Der er mange af dem, der sker der. Nej, vi har endelig fundet en cave, vi faktisk kan bruge til noget nu. Sikkert et rank til hans MC-server. Nej, han sagde pengepræmie. Eller jeg skrev det. Og jeg tror lige, der var en creeper mere. Skal der gang i PvP-training? Altså, det er virkelig faktisk lang tid siden, jeg har PvP'et i Minecraft. Sådan unreal lang tid siden. Men jeg tror ikke, vi behøver at træne. Jeg har sgu ikke SpongeBob endnu, Atlas. Selvom jeg bliver ved med at være skuffet over Songify. Det er sådan, den har lige en uge, så gider den ikke virke. Og så er der lige en uge, hvor den bare virker hver gang igen. Magter low ikke små børn i 4 timer. Kan love alle på vores hold er 16 plus. Fuck knows. Mit liv er i ruiner. 1,8 eller 1,9? I have no idea. Har taget alt for meget lort, ved ikke hvad halvdelen er. What? Tænker også bare, at det... Jeg ved ikke, hvad det er for en. Men ja, altså uanset hvad, så er der ikke nogen af jer, der når for crystals, tænker jeg. Det vil være sygt nok. Hvis de er nørder, skal det nok gå. Ja, vi skal bare vinde jo. Det handler jo om æren. Og pengepræmien selvfølgelig til den, der får flest kills. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget med, hvis man dør, så er man ude. Fordi så tager det jo ikke så lang tid, kan man sige. Card PvP. Hvorfor? Nu sidder vi igen og hører Avicii. Altså, skal vi aldrig høre andet? Altså, skud, rest in peace og alt det der, men wow. Bare der rager over, jeg kender den nyeste meta, kan få en DM til hans mor i ansigtet. Martin, en lille tip. Altså, Mikkel. Find mansions før andre.
Hvad skal jeg have fra mansions? Totems. Jamen, det kan du også få i raids. Det er overhovedet ikke den. Nej, det kan jeg godt se. Okay, jeg fikser det lige. Det er jo så også det, der nogle gange er ved den bot. Nå, lad os se, hvad var det, du vil have? Gud, jeg kan ikke pause. Flashing Sirens by Tima. For helvede, tror jeg ikke. Ej, er der gang i whitelisten nu? Så skal jeg lige skrive til Seb. Ja, tak. Så er vi sgu i gang. W. Treasure Hunter. Achievements. Treasure Hunter. Acquire a map from a cartographer. Then enter the revealed structure. Men er den ikke... Den er vel lige meget in theory. No. Jeg kan jo godt... Altså, de kan jo godt... De der gutter i mansions kan jo godt gå ind i mansions før mig. Jeg skal jo bare enter den med det der kort. Så kan du få totem samtidig. True. Fuck, hvad var det? Shit, de fucking... Jeg skal nok lige sætte din sang på, Atlas. Den er også lige bugget hele min Spotify nu, kan jeg få lidt fornemme på det hele. Flashing.